Je vous souhaite la bienvenue à cette projection de Darkwater, le dernier long métrage sorti en salle de Todens en 2019. Je me présente, je suis Anne Gali, je suis chargée de programmation ici au Centre Pompidou, aux côtés de Judith Revaud-Dallon et Eva Marcolis qui ont piloté avec maestria cette très belle rétrospective. Pour présenter ensemble avec Todens, qui nous rejoindra à l'issue de la projection ce film, ce soir, vers 22h. Je serai accompagnée de Sandra Lugy, qui nous fait le plaisir, l'honneur, la gentillesse pour la troisième fois consécutive de venir nous rejoindre et d'organiser avec nous les cinémas une séance un peu particulière. Sandra est philosophe, certainement tout le monde ici la connaît. Vous l'avez déjà entendu sur France Culture, lu par ailleurs dans de nombreux ouvrages. Elle a de nombreux points communs avec Todens, entre autres Stanley Cavell, mais peut-être on en parlera tout à l'heure, mais aussi celui de travailler depuis de nombreuses années maintenant, d'interroger le cinéma contemporain et la série, le format sériel de la télévision, autour de la question de l'espionnage, de la paranoïa, de l'inquiétude étatique ou pas. Vous voyez évidemment où je veux en venir. Le travail de Sandra fait d'autant plus sens, elle le rappelait en off hier soir, alors qu'un ancien acteur de série est président d'un pays en guerre aujourd'hui et que son équipe de scénaristes est aussi devenue son équipe de communication. Et elle interroge, elle, ces questions depuis fort longtemps, elle est passionnante sur ces questions. Donc on a beaucoup de chance de les entendre tous les deux à l'issue de ce film. Ce film est occupe une place quand même très particulière. Je vais vous laisser le regarder parce que vous n'avez pas besoin de moi pour le sentir et le ressentir et le comprendre. Mais il occupe quand même une place, à mon sens, assez singulière dans l'œuvre de Todens. D'abord parce que c'est un film de commande. On connaît depuis quelques jours où Todens est ici, qu'il a animé cette masterclass et qu'il répond à nos questions. On sait le goût qu'il a pour le jeu et le travail avec les acteurs. Alors ici, on n'est pas en reste, puisque un des grands acteurs du cinéma américain, Mark Ruffalo, vient voir Todens en 2017 avec un script qui est pratiquement terminé, achevé, le script de Darkwater, à partir d'une enquête publiée dans le New York Times sur le conflit, sur le combat d'un avocat, Robert Billiot, contre la firme surpuissante Dupont de Nemours, la firme chimique Dupont de Nemours. Et donc se pose en 2019 une question qui effleure aujourd'hui dans les médias, on le dira tout à l'heure, la question des poisons éternels. Voilà, Todens la pose dès 2019. Alors pourquoi c'est un film qui fait qui est un peu à contre-courant, ou en tout cas qui surprend dans son travail? Il y a des choses qu'on va retrouver, c'est-à-dire le personnage fort, puissant. Vous verrez ici que ce soit le personnage interprété donc, par Mark Ruffalo ou par son épouse, Anna Hathaway, qui est aussi un personnage passionnant. Donc des personnages en même temps humbles qui se démènent avec leurs moyens et avec beaucoup d'humanité contre une injustice ou contre ce qu'ils jugent être une injustice. Il y a aussi le point commun du poison. On sait à quel point cette idée de l'intoxication, de la pollution, de l'environnement délétère au sens propre comme au sens figuré est présent dès le premier court-métrage de Todens à 17 ans, et que c'est une métaphore qui va continuer de filer, mais jamais avec autant de franchise et de premier degré. Voilà, c'est un cinéaste de la finesse et souvent du deuxième, troisième degré. Et là, on voit vraiment qu'il attrape à bras le corps un sujet. Et c'est en ça aussi que c'est du coup très différent, parce que lui qui est très enclin à questionner le genre cinématographique, à le recycler, le renouveler sans cesse, c'est ici un genre, le thriller judiciaire, dirait-on, ou politique en tout cas, auquel pour le moment il ne s'était pas du tout frotté, et que sa référence sur ces films n'est plus le cinéma de Douglas Sirk, mais plutôt le cinéma politique des années 70, à savoir Les Hommes du Président. On pourra lui faire parler tout à l'heure de cette référence évidente ici. Donc, le politique aussi est vraiment très présent. Et puis, il y a une dernière chose qui de façon donc, très avérée, puisqu'il le dira, je pense, c'est vraiment ce qui a motivé aussi son choix de faire le film. Puis il y a une chose évidemment au niveau de la forme qui est très différente. C'est assez
magique de pouvoir voir ce film pour ceux qui étaient là à la séance précédente, qui ont vu Loin du paradis, Far From Heaven, juste avant, où on est dans les couleurs éclatantes, le masque de l'Amérique sous la rutilance, le rouge, le vert, le bleu. On est là dans l'Amérique sale, on est là vraiment dans la boue, et le travail que Todd Haynes a fait ici avec Elle Blackman est vraiment d'une image très froide et très grise et très inédite dans son cinéma. Même Safe, qui est froid, n'atteint pas ce degré de saleté, entre guillemets. Vous allez voir, et on lui en fera parler après, je crois, parce que ça participe beaucoup de la paranoïa du film et du malaise que crée le film. Mais j'ai déjà beaucoup trop parlé, excusez-moi. Je vous souhaite un très bon film et on se retrouve après avec Sandra Léger et Théo. Sandra Léger, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais que vous n'aviez pas vu, qui est ici en chair et en os, qui a assisté à la séance. Et Todd Haynes sera traduit par Massoumi Haïji, une fois de plus, qu'on remercie. Merci beaucoup, Todd, de vous être rendu disponible pour venir discuter avec nous à l'issue de cette projection. Je le disais en introduction, et c'est peut-être moi qui vais lancer cette première question autour du cinéma, avant de laisser la parole à Sandra pour la seconde question. Une question un peu générale, on sait que votre œuvre est traversée par la question de l'intoxication, de la pollution, mais là, vous assumez frontalement une question et un traitement politique de cette question au premier degré, ce qui est assez rare dans votre travail. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le projet est né et ce qui vous a séduit dans ce projet présenté par Mark Ruffalo en 2017? Thank you so much, Sandra, for being here. It means so much. The film, the script was sent to me by Mark Ruffalo, and you know, I've loved Mark's work over the years and followed him very closely. But it was such a sort of surprise that he sent this project to me. There was a script based on the New York Times Magazine expose by Nathaniel Rich. I felt that the script needed to be sort of I had questions about the script. I had no questions about the material, and the story was, of course, staggering, shocking, made you crazy, confirmed things we all know about corporate power, but to a degree that I think would astonish anybody. What Mark did not know about me, based on my films, is that I've been a devout fan of the sort of paranoia genre of cinema that's been sort of located in the early 70s, particularly around the paranoia trilogy of Alan Pakula. And I returned to these movies as a viewer of great movies with a curiosity and a compulsion that I don't know that I ever was questioned or examined myself, but they were just incredibly compelling pieces of filmmaking and cinematic expressions of these particular narratives that, of course, one could discuss individually around Watergate or specific themes that were informing them, particularly All the President's Men. But I think belong to something bigger and a sensibility
that I was attracted to or curious about as a filmmaker that kept returning me to these films. And then this film really answered those desires from a purely cinematic perspective. J'admirais le travail de Marc depuis de nombreuses années, et donc quand il m'a envoyé ce scénario en raison de cela, j'avais un a priori positif. Je lus le scénario, j'étais assez étonnée en fait qu'il ait pensé à moi, qu'il me l'envoie. J'avais des questions sur le scénario en tant que tel, pas sur l'objet. L'objet en effet était frappant, déchirant. Enfin, c'était une confirmation de ce que l'on sait tous du pouvoir des grandes sociétés industrielles, mais là, à un point qu'on ne peut pas soupçonner et qui rend fou en quelque sorte quand on lit cette histoire-là. Donc ce que Marc ne savait pas de moi et ce qu'il venait titiller chez moi sans le savoir, c'était ma passion pour le cinéma, le genre paranoïaque au cinéma, et notamment pour la trilogie de Pakula, qui sont des films que d'une façon obsessionnelle j'ai besoin de revoir, sur lesquels j'ai besoin de revenir. Et je ne cherche même pas à savoir pourquoi, mais c'est en tant que tel, en tant qu'objet cinématographique, que ça me semble être un genre passionnant et une démarche extrêmement intéressante en dehors des thèmes que ça aborde, notamment les hommes du président. Mais il me semblait toujours que c'était une démarche cinématographique extrêmement, pour moi, passionnante et obsédante. Et donc c'est par ce biais-là que finalement j'ai trouvé mon chemin à ce scénario qu'elle m'avait envoyé, Marc. Donc je voudrais dire à quel point je suis honorée et heureuse de cet échange avec Thérèse. Et j'ai été vraiment une fan, j'ai suivi son œuvre depuis le film Safe. Maintenant j'ai découvert les plus anciens. Mais je pensais à Safe particulièrement comme une sorte de symétrique du film qu'on vient de voir, dans la mesure où il y a vraiment cette thématique de la vulnérabilité humaine, et dans Safe, cela ressemble de la paranoïa, comme dans les films des années 70, que j'adore aussi, mais c'est une paranoïa, là aussi, comme pour ces films, qui est justifiée, et qui, là, va aussi s'articuler à cette affirmation, cette présentation, cette description de cette fragilité, de cette vulnérabilité du vivant et de l'humain. Et c'est quelque chose qui est devenu tellement plus présent encore aujourd'hui comme préoccupation, alors avec les préoccupations environnementales, bien sûr. Donc ce film est prémonitoire aussi, même s'il est récent. C'est vraiment au cœur des discussions qu'on peut avoir aujourd'hui autour des pollutions, la mise en danger de l'environnement, mais la puissance particulière du film, et comme toute l'œuvre qu'on a la chance de voir en ce moment, c'est cette affirmation de cet empoisonnement, ce risque. Sauf que le mot de risque est trop faible, puisque c'est une certitude, c'est une réalité, et le fait que c'est pas seulement qu'il y a un risque et qu'il y a un empoisonnement, une toxicité, mais qu'il y a quelqu'un, comme il dit, we are being poisoned, quelqu'un. Et c'est cela qui fait que ça rejoint, et bien sûr, la thématique politique. Et donc je trouve ça extraordinaire de revenir à ce cinéma qu'on dit paranoïaque, mais qui, comme toujours, a raison. Et on a aussi cette puissance politique, du coup, à partir de la simple description du réel et de cet empoisonnement. I'm not sure what
what your question? La question était quelle est cette continuité finalement aussi sur cette réflexion, sur cette, et puis la fragilité, cette vulnérabilité de l'humain. I mean, I think what, in some ways, there's a certain kind of relief to being able to identify a source of power and greed that is motivating or that is behind the experiences that start to call contemporary life into question and define elements of risk and illness and exposure that we feel. In SAFE, it still resided in an undeterminate origin. And in fact, the very question of trying to locate that origin was problematized in SAFE as a sort of question about theory and motive around illness and responsibility for illness in the individual. These films clearly and accurately and appropriately identify the motive and the cause to be part of a systemic endeavor that actually can be tracked back to the source. And so people have the potential to take action against that source. Now, in some ways, I think a lot of the movies that I've made have been more interested in a lack of source, so that the questions expand out to questions about identity and meaning. This is quite different. This fully and totally identifies the source. But what I loved and what I found so just resonant about what literally occurred with Rob Balog's endeavor is what psychically occurs to the person who actually can identify the source and speak out about it. And so the remarkable pressure and psychic, emotional pressure, existential pressure that's placed on the individual who has some, has some qualifications to say, no, this is what we're talking about and where it came from, and I can point to the source. What I think was what remains so resonant about these films from this period we're talking about, from the 70s, is that sense of sort of contamination of the sense of your safety, your well-being, your mental acuity. Everything is being questioned. And that's what gets played out visually and cinematically in these films. Je pense qu'il y a un certain soulagement dans le fait de parvenir à identifier une source à ce genre de contamination ou à ce genre de mise en danger de la santé d'individus à travers une instance qui représente un pouvoir ou une recherche de profit et qui s'engage dans une démarche qui suscite cette contamination. Et précisément dans mes autres films, et notamment dans Safe, cette identification est quelque chose qui est en cours. Il y a une sorte de dimension sous-jacente d'une tentative d'identification qui s'oriente davantage vers la responsabilisation de l'individu et vers le fait même de faire peser une certaine culpabilité sur l'implication de l'individu lui-même dans le mal dont il souffre. Et
et qu'il atteint. Alors qu'ici, nous sommes dans une toute autre configuration où en effet il y a une identification qui est aussi présente dans tout ce cinéma paranoïaque auquel on fait référence, qui est une identification précise d'un système qui entreprend une démarche de mise à mal et qui permet du coup au sujet de pouvoir intenter une action à l'encontre de ce système-là, donc qui inverse en quelque sorte cette dynamique, à la différence des autres films dans lesquels il n'y a justement pas de possibilité de cerner une source et donc qui étend en quelque sorte la réflexion et la possibilité d'engager une action, une inversion, quelle qu'elle soit. Et ce qui m'a vraiment passionné, moi, dans cette histoire-là, c'est ce qu'a vécu vraiment Rob Bilott lui-même, qui est l'effet de cette démarche-là sur cet individu qui se met dans une posture qui se sent investi des qualités nécessaires pour pouvoir pointer du doigt la source et intenter réunir autour de lui les forces pour le faire, c'est qu'il est personnellement atteint dans ses possibilités physiques, psychiques, par une espèce de pression extrêmement forte, qui est une pression d'ordre existentiel et qui restreint ses propres possibilités psychiques et physiques. C'est ce qui caractérise le personnage ici, et c'est ce qui me paraissait, à moi, sur un plan purement cinématographique, très intéressant à explorer. Et ce qui est assez extraordinaire avec ce personnage, c'est effectivement de voir à quel point il est atteint aussi physiquement, comme les personnes dont il se soucie, et aussi que c'est une personne au départ assez ordinaire, qui n'est pas du tout un révolutionnaire, un battant-guerre, mais qui arrive en effet par simple souci des autres et souci de justice aussi, à s'engager entièrement, mais aussi à convaincre une bonne part de son environnement, les personnes du cabinet par exemple, en partie, et sa femme aussi, et donc cette puissance de conviction et d'éducation finalement, c'est aussi quelque chose que vous pensiez développer vis-à-vis du public, des personnes qui voient le film. Est-ce qu'il y a une volonté aussi, bien sûr, pédagogique dans le projet politique dont vous parliez? Absolutely. And I think part of what becomes a compelling, dramatic trajectory is how disinclined he himself is to take this on. And what intense resistance there is on the part of the very subjects who know the most and are revealing the most in their discovery. And it's almost like, don't show me the truth, because I can't possibly stand up to the cost of being that singular person who has the wherewithal legally and the language that he actually can apply against Taft Law, or there to defend the chemical industries, to execute what he ultimately knows is right. And what's so crushing is the way in which you see these different people from very different classes of life, Wilbur Tennant, Rob Bilott, the lawyers in Parkersburg, the lawyers in Cincinnati, and you want to feel like, oh, it brings everybody together. But instead, the systems of power that are ready to push back end up isolating and crushing these people and making each of their worlds shrink and separate from each other as their physical ailments keep intensifying. So people are faced with
unending series of personal, physical, psychic challenges and isolation, loneliness, questioning their own sanity. And yet, once you see what you see, you can never not see it again. Oui, c'est ce qui rend précisément la trajectoire dramatique du personnage intéressant aussi, c'est le fait de voir qu'il n'était absolument pas prédisposé à emprunter ce chemin-là. Lui-même a montré une résistance avant de s'y adonner, tout comme tous les gens qu'il rencontre sur son chemin et qui sont ses alliés potentiels se gardent bien de lui ouvrir la porte. Tous disent je ne veux pas savoir, ne me dis certainement pas ce que je ne veux pas savoir, ce dont je ne suis pas prêt à payer le prix de la découverte de cette vérité. Et donc cette résistance-là fait que le cheminement pour arriver à convaincre son propre cabinet, qui était là pour défendre les intérêts de Dupont et non pas se retourner contre lui, ainsi que les avocats sur place, son environnement familial, tout ce cheminement-là est extrêmement complexe, puisque précisément personne ne veut reconnaître les faits, et à mesure qu'ils le font, ils se retrouvent tous dans cet isolement. Alors qu'on pourrait croire qu'en prenant conscience, ils pourraient être unis, être une force plus grande. Au contraire, parce que le pouvoir a les moyens de répondre à cette pression-là par une pression encore plus forte, ils sont bien au contraire divisés, séparés, et donc doivent souffrir de toutes les conséquences de cette contre-offensive, aussi bien dans leur l'atteinte physique que psychique, le fait même qu'ils doutent de leur propre santé mentale, et que donc ils ont à souffrir de cet isolement-là. Et leur univers à chacun serait assez ça. Une question aussi sur le fait que, bien sûr, ce film est entièrement centré sur ce personnage et bien sûr sur l'acteur aussi, Marc Ruffalo, qui est extraordinaire, et on ne joue pas particulièrement dans ce film de la séduction naturelle de cet acteur. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous êtes un cinéaste qui a donné une grande attention aux femmes, et c'est un film où il y a vraiment un univers extrêmement masculin, avec ses groupes d'avocats aussi, il n'y a quasiment que des hommes, ce pouvoir masculin, on voit bien dans beaucoup de films aussi des années précédentes, et donc je me demandais comment donc vous aviez pu du coup ne pas trop faire un film d'homme. Alors heureusement, il y a bien sûr le rôle de la femme. Oui, je sais. Non, je cherchais pas. Je parle longtemps. Il y avait Anna Thaoué, évidemment, et d'autres personnages de femmes très forts, mais c'est un film assez masculin, mais sur cette fragilité masculine. Yeah. No, I think that's it. It's about this impotence and this sense of not knowing how to execute your skills and your knowledge, but having no choice. And really, there's an element of rage that is what drives Rob, Wilbur, and most of the people who are the first-hand witnesses to this discovery. And ultimately it changes the perspective of Taflaw and Tim's character. Turp, right, that's his name. To literally
come to a crossroads of their allegiances, which I don't know how, I mean, it relates to masculine senses of decision-making and choices, but you ultimately have to forge a very lonely path where other men and forces of power are no longer on your side. So you're exposed, you're stripped naked, but like I said, I don't know how you go back into a sense of denial once you encounter what Rob encounters and what he leads everybody else to encounter firsthand. Oui, c'est précisément ce dont il dit. Non, ça marche plus. C'est précisément ça. Ce dont il est question, c'est ça, c'est que oui, c'est cette situation dans laquelle les compétences, le savoir, les capacités qui sont les siennes sont complètement mises à mal par le fait de ne pas savoir comment les utiliser, mais ne pas avoir le choix, se retrouver en fait dans une situation où il n'a pas le choix, puisque précisément dans ce milieu extrêmement masculin, et notamment vis-à-vis du personnage joué par Tim Robbins, le patron du cabinet, ils sont dans cette posture très masculine de la prise de décision, où il s'agit de se retrouver, ils se retrouvent vraiment face à un dilemme de savoir quels sont leurs devoirs en matière d'allégeance à ce cabinet et vis-à-vis de quel pouvoir est-ce qu'ils peuvent encore résister, puisqu'ils se retrouvent dans une situation totalement exposée, complètement mise à nu, et dans un chemin de solitude absolue où il n'y a pas de retour possible. Comme je le disais tout à l'heure, ce dont il s'agit, c'est qu'une fois que l'on a ouvert les yeux sur une vérité, il n'y a pas plus de possibilité de déni et de retour en arrière. Peut-être sur la question du cinéma spécifiquement, ce film aussi est singulier dans votre filmographie parce qu'il a une temporalité très particulière. Il s'agissait ici, comme un grand défi, de montrer une enquête très longue dans laquelle il y a beaucoup d'échecs, ce qui est un peu l'inverse d'une narration. Comment vous avez attrapé ce défi-là et comment vous l'avez travaillé? It really was a formidable challenge because there was a pedagogical sort of necessity to tell this story, but the story was so third-hand. It was Rob Balot excavating documentation from 20 years prior, 30 years prior to practices at DuPont. And so there was no real present dramatic potential for how to dramatize this story. And I worked with Mario Correa, and basically we went to Cincinnati. We interviewed all the people directly who had survived Wilderson and had passed away, but everybody else was there. I had already shot a movie in Cincinnati, Carol. I had a really extraordinary, great experience working in Cincinnati, but this all of a sudden was set in Cincinnati, and all the places that we visited were real and authentic, and we met the real people behind the story. But we had to kind of come up with a way to tell the story, and I think, what you're faced with is the dramatic challenge of having to tell this story in such isolation from the actual events. But it also is true for All the President's Men, for instance, a film that is about a process, the journalistic process of checking and corroborating information as it comes to you and going, could this be true? Is this really true? And the more you find out the enormity of the story that you're uncovering,
the smaller your world becomes and the more the walls close in on you and the more isolated you become. And what's so resonant about Gordon Willis's cinematography in All the President's Men, it's true in Parallax View, it's true in Clute, is that it's true in The Insider, Michael Mann's film. It's true in Silkwood, that you think of the physical spaces that these subjects occupy and how lonely and suddenly imbued with danger and personal threat and instability, they all of a sudden summon and conjure. So a simple underground parking lot in All the President's Men will never be something any of us can forget after we see that film. And what is implicit in the dangers and threats that took place in that space. And these corporate industrial spaces all of a sudden sort of simmer with a sense of danger and a sense of imminent power and, making the subject, making the protagonist imperiled. Ça a été un défi extraordinaire, et en effet, parce qu'il y a cette dimension pédagogique qui imposait de raconter cette histoire-là avec tous ces développements, il s'agissait de trouver un enjeu dramatique, puisque l'enquête était déjà lointaine. Rob avait déjà 20 ans d'enquête, de recherche à éplucher les documents de Dupont avant d'en arriver à ce stade-là, et ça c'était assez difficile d'en faire un récit qui est un enjeu dramatique. La façon dont on a procédé avec Mario Correa, c'est que nous sommes allés à Cincinnati, c'est une ville où j'avais déjà tourné Carole, donc j'avais déjà une très belle relation avec cette ville, mais là c'était vraiment les vrais lieux où les choses s'étaient passées, et donc en substance, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé absolument tout le monde, tous ceux qui étaient encore vivants, on les a interviewés, on s'est inspiré des lieux mêmes, et la façon dont ce lien à l'espace aussi, qui est celui, comme je le disais, dans ces films-là, et notamment avec la cinématographie de Willis, on a un rapport extrême à la façon dont les espaces de ces individus qui entreprennent ce genre de démarche sont des espaces qui sont réduits, qui sont de plus en plus restreints à mesure qu'ils découvrent la taille de l'enjeu. C'est-à-dire, dans Les Hommes du Président, c'est vraiment la même chose. La narration est celle d'une enquête journalistique où il s'agit simplement de recueillir des faits et après de corroborer. Et d'étape en étape, plus l'affaire qu'ils découvrent est grande et plus leur espace se réduit. Et c'est très intéressant de voir que nos propres imaginaires, nos propres univers visuels sont marqués par cette intensité-là qui sont créés à travers ces lieux. Je pense que le parking en sous-sol des Hommes du Président, nous ne verrons plus jamais ces parkings-là de la même façon. Ressentir la présence de ce danger, de cette menace, de la façon dont l'univers des individus peut se restreindre et peuvent être menacés par les forces du pouvoir ou de l'industrie, est quelque chose qui s'inscrit visuellement dans ces images. Et pour cette impression constamment d'être en danger, sous la menace, c'est vraiment quelque chose qui est propre à ce genre. Vous parliez du parking, je pensais aussi au moment où on tourne la clé dans le contact de la voiture, que je renvoie aussi à Pelican Brief, il y a un certain nombre de scènes où on sait que la voiture risque d'exploser. Et donc c'est vraiment cette question du danger, du risque qui est associé à la question de l'enquête qui va faire cette spécificité du genre. Et donc la dernière question, c'est vous explorez là vraiment le genre du film politique, thriller, paranoïaque des années 70, mais aussi le genre
du film judiciaire avec la action ou le genre comme celui d'Insider. Et je me demandais comment vous voyez l'ensemble aussi de votre travail dans sa relation à ces différents genres, genres du cinéma classique, contemporain, hollywoodien. Quelle est votre relation en fait à l'ensemble au cinéma vu aussi comme à l'exploration de genres quand on est aussi un cinéaste très singulier? I think I suppose all my films, in one way or another, are about people who discover the systems in which they exist. There's something wrong with. And they are, and they discover this at various levels of agency, how far they go into that awareness, how much they can actually take a stand against the systems as they exist, varies from film to film and genre to genre. But at some point, the viewer is left, I suppose, with the dilemma of trying to, you know, it's what Fassbinder said about watching Imitation of Life, which we talked about earlier today, is, he said, the scene where, well, he's talking about one of the scenes in Imitation of Life. And he said it's between Sarah Jane, the daughter who's passing as white, and her black mother. And they confront each other in various points throughout the story. And he said something, I'm paraphrasing, of course, he said something like, you understand both of them, and both of them are right. And the only way to solve the problem is to change the world. And he said, we all cried at the film in this scene because it's so hard to change the world. And that's really it. It's sort of like one can present the problems, and one can present one of the most heroic examples of somebody trying to solve the problems and take action against them. And everything Rob Bilott has done is now being manifest in actual legislative changes, and the EPA actually identifying these specific chemicals as toxic for the first time in history. The very notion, the term DuPont, the name DuPont, the name Teflon, have become forever blemished in the public's mind as a result of this one brave, awkward man who stood up and did what he did. And this is probably one of the more hopeful examples of, in my films, of people doing something about what they learn in their lives. But all I can say is that it's a recurring attempt to reveal or disclose that incompatibility between the human subject and the world they live in. Je pense qu'on peut dire que tous mes films, dans une certaine mesure, mettent en scène des personnages qui découvrent, qui sont dans ce stade de leur existence, où ils se rendent compte que quelque chose dans le système dans lequel ils vivent ne va pas. Et ils sont, selon les films et selon les genres, dans une situation qui leur donne plus ou moins de capacité de résister ou d'essayer d'agir à l'encontre du système et de cesser de subir ce qui ne va pas. Et ça me fait penser à Fassbinder à propos du mirage de la vie dont on parlait tout à l'heure. Fassbinder dit que ces scènes dans lesquelles Sarah Jane se confronte avec sa mère noire, en l'occurrence la scène qui nous fait le plus pleurer, c'est une scène où nous voyons en tant que spectateurs qu'elles ont toutes les deux raison,
Et si elle se confronte, et ce qui ferait qu'elle n'ait pas à s'affronter, c'est que le monde change. Et si nous pleurons, c'est parce que nous savons à quel point il est dur de changer le monde. Donc je pense que tous mes personnages sont dans cette manifestation de l'incompatibilité profonde entre les êtres et le système, le monde dans lequel ils vivent, et que Rob est sans doute celui qui est le plus en situation de riposter. C'est vraiment un individu seul qui a mené ce combat, et aujourd'hui, tant d'années après, c'est reconnu, l'agence a reconnu la toxicité de ces produits, ces cas ont été gagnés, et le nom de Dupont et de Teflon sont à jamais entachés dans l'esprit du public. Donc lui seul s'est levé à mener ce combat-là. Donc de tous mes personnages, ça doit être celui qui a été le plus en mesure d'agir, mais donc ça a été ma tentative de rendre la chose la plus optimiste possible, mais on reste toujours face à cette incompatibilité. Sandra, c'est une femme philosophique. Ensuite, merci beaucoup. Thank you very much.